Les insectes sont étudiés de manière tout à fait scientifique comme tout autre groupe d'organismes. Le nombre de scientifiques en France qui s'intéressent aux insectes a diminué et continue à diminuer au fil des ans. Vous trouvez des gens qui utilisent l'insecte plus sous forme d'agrégats de cellules. Je pense aux drosophilistes qui ont oublié qu'ils étudiaient un insecte. Ils étudient des gènes et des tissus peut-être parfois. Les gens qui étudient des insectes, vous en avez effectivement à Tours, c'est de loin la plus grande concentration française, avec 60 personnes, c'est historique, c'est au sein de l'université, le CNRS. Vous avez ensuite, Paris, il y a de moins en moins d'entomologie scientifique. Même l'Institut Pasteur, qui fut un haut lieu de l'entomologie médicale, aujourd'hui a relativement peu, si ce n'est plus grand-chose. À Nice, l'INRA reste un des bataillons les plus forts à cause du lien avec l'agronomie. Et puis sinon, par exemple, pour trouver un équivalent de l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte à Tours, il faut aller de l'autre côté des États, il faut aller aux États-Unis, à Tucson, où là ils sont 200. C'est les plus gros instituts de recherche au monde, avec 200 scientifiques en poste permanent, j'entends par là. Pour vous présenter ce cycle, comme ça a été dit dans l'introduction, c'est un groupe, c'est un hypergroupe. Et donc, impossible de parler de tout, impossible ou ennuyeux peut-être de faire un survol d'après des groupes taxonomiques. Donc, je n'ai pas voulu prendre cette version-là. J'ai voulu une version plus ludique, on va dire. Je crois du reste que l'amusement que peut susciter les insectes, c'est une source d'émerveillement. Vous verrez même qu'on peut l'appliquer en haute technologie. Mon exposé ne traitera pas tous les sujets que j'avais cru pouvoir traiter dans le résumé. J'ai fait un choix plus draconien. Et en fait, je vais vous parler quelques instants effectivement de ce chiffre qui vous a été cité juste précédemment. Ensuite, puisqu'il faut parler dollars aujourd'hui, on va essayer de voir combien est-ce que les insectes rapportent. Ensuite, on va parler de haute technologie. Et l'ensemble, en fait, est un véritable plaidoyer pour faire plus attention à cette diversité. Et donc, je ne vous ferai pas le catalogue des horreurs qui ne cesse de s'allonger entre le moustique du chikungunya, le cérambix d'Asie, le frelon noir d'Asie aussi qui est en train de faire des dégâts spectaculaires dans le sud-ouest, la chenille du promotionnaire qui est arrivée en Fontainebleau depuis quelques années, la dengue qu'on estime peut-être endémique autour de l'aéroport et ainsi de suite. C'est un catalogue, vous l'entendez tous les jours, je ne parlerai pas du gaucho non plus, vous connaissez ces sujets, peut-être qu'ils seront abordés dans la discussion si vous y tenez absolument. J'ai préféré avoir une vision positive des insectes. Et donc je vous ferai plutôt un plaidoyer en leur faveur. Combien est-ce qu'on en a décrit? Ça, c'est assez facile à trouver, à quelques milliers près. Hein. On est à plus d'1,5 million. Combien est-ce qu'il en reste à décrire? Alors ça, c'est beaucoup, beaucoup moins évident. Et vous voyez, la fourchette entre 50 et 30 millions est gigantesque. Ça dépend un peu des spécialistes. On a des méthodes statistiques aussi pour essayer d'estimer ce genre de chiffres, dans le sens où si on fait un échantillonnage, par exemple, dans une population, on regarde un peu la courbe des nouvelles espèces qu'on va découvrir et on regarde si on approche une asymptote ou si ça continue à monter. Mais évidemment, on va 3 km à côté et on recommence avec un autre assemblage d'espèces, parfois, surtout suivant où on est. Et donc, pour l'instant, 30 millions semble tout de même excessif, sincèrement. La plupart des tout bons systématiciens sont plus proches des 5, voire même un peu en dessous. Ce qui est très sûr, parce qu'à la limite, ce chiffre-là, il est spectaculaire, mais il n'est pas très utile, c'est qu'on manque de bras, parce qu'à côté de ces 5 à 30 millions, il faut mettre le nombre de milliers de systématiciens qui sont capables de les nommer. Et c'est plus ça l'équation, c'est comment avec si peu de gens on va pouvoir faire le travail avant que la plupart des espèces aient disparu, avant qu'on leur donne un nom. Et c'est ça l'équation à résoudre. Alors bon, les systématiciens, après avoir quasiment disparu en tant qu'espèce scientifique, se sont un peu réveillés, entre guillemets, et proposent maintenant des solutions qui ont des avantages et des inconvénients, mais qui ont en tout cas l'avantage d'être
Ils ont fait leur réforme interne, si on peut prendre ces termes-là actuellement. Et donc, ils proposent des méthodes plus génétiques, par exemple, où il n'y a pas besoin de ce travail de longue haleine, et certes nécessaire au final du taxonomiste. Ce qui est aussi étonnant pour les gens qui ne travaillent pas dans ces domaines, c'est le nombre d'années qu'il faut pour former un jeune qui soit capable de reconnaître un groupe. C'est un travail de longue haleine. Hein. Il faut faire un doctorat, un minimum, et puis après il faut partir ailleurs. Hein, ce qu'on appelle les postdocs pour ceux qui ne connaissent pas ces termes-là. Et donc le jour où vous avez ces jeunes qui ont été formés à bac plus 8, plus 12 ou je ne sais pas combien, qui finissent par être vendeurs chez Nature et Découverte, c'est quand même c'est un énorme gâchis, parce qu'il n'y a pas de job. À Tours, nous avons l'année passée mis au concours un poste de maître de conférence en systématique des insectes. Pour une fois, c'était pas le musée, puisque c'est un pays particulier qui a décidé que la taxonomie se faisait au musée. Mais en principe, dans les autres pays, tout le monde a le droit de faire de la taxonomie. Donc les universités aussi, c'est très rare, c'est tous les 10 ans que vous avez un poste mis au concours pour les taxonomistes d'insectes. Et là, je ne parle que des insectes actuels. La paléoentomologie, c'est un domaine en soi, qui est tout à fait nécessaire aujourd'hui pour avoir un regard sur le passé, puisqu'on ne comprendra pas les changements climatiques et leur impact sur notre faune si on n'a pas un recul sur le passé. Donc il faut aussi des paléoentomologistes et paléobiologistes. Drôle de tableau, peut-être, a priori. C'est pour vous rappeler que le nombre de spécialités en médecine est gigantesque, qu'on ne traite là que d'une espèce animale, l'homme. Bon, il faut tout ça pour essayer de comprendre et de travailler sur l'homme. Des spécialités de médecine qu'on peut aussi cartographier différemment, par pratique, par type de patient, par organe, par affection. Ce que je trouve d'assez intéressant, si on fait une sorte de transposition un peu bête et méchante, mais quelle l'audace de montrer à quel point on manque de bras, c'est même le type de patient. Hein. On a deux sexes. S'il fallait avoir des spécialistes des femelles insectes et puis des spécialistes de mâles insectes, on ne serait pas sorti de l'auberge. Et si par hasard il fallait des spécialistes du stade œuf et puis d'autres seraient spécialisés exclusivement sur les larves et encore d'autres sur les nymphes, on aurait vraiment beaucoup besoin de bras. C'est ce que je veux montrer par ces deux diapositives. Donc l'homme n'est qu'une espèce animale parmi bien d'autres. Et quand on est soi-même malade, on aimerait encore plus de spécificité sur notre maladie, et donc on pourrait croire que cette liste pourrait s'allonger encore plus. Alors j'ai choisi deux exemples, en fait trois, il y en a un dernier tout à la fin. On découvre des insectes tous les jours. Tous ceux qui ont un jardin dans cette salle, à 90%, ont très certainement une espèce d'insecte non décrite dans leur jardin. Et il n'y a pas besoin d'aller dans un jardin de Touraine, il suffit d'aller à New York, dans le Central Park. Les biologistes, depuis à peu près une décennie, font des choses qui sont assez nouvelles aussi, ce qu'ils appellent des bioblitz. Bon, la taxonomie, ça c'est pas important. Ça consiste à faire une équipe de spécialistes, suivant commande des quatre coins de la planète, de prendre l'avion et de faire une descente, parce que c'est vraiment le terme qu'ils utilisent, dans un écosystème particulier, et de récolter à peu près tout ce qu'on peut pendant une semaine, et de ramener tout ça à la maison, entre guillemets, et d'envoyer aux spécialistes. C'est fait à Madagascar, dans les forêts, c'est fait un peu partout dans le monde pour essayer très rapidement d'avoir une idée, un tant soit peu, de l'ordre de grandeur de la diversité qui se trouve dans ces écosystèmes. Et d'habitude, c'est des endroits très exotiques, peu connus, et dont la faune reste à 60% à découvrir quasiment. Et là, ils sont amusés à faire quelque chose au milieu de New York. Bon, c'est intéressant de voir ce que ça donne. Ils ont découvert une nouvelle espèce pour la science de 1000 pattes, qui fait quand même 1 centimètre. Bon, c'est un genre qui est un genre asiatique. C'est pas forcément une invasion biologique comme il y en a beaucoup, ça ferait assez longtemps qu'il est par là. Ça veut dire qu'au milieu de New York, vous pouvez encore trouver des espèces non décrites pour la science d'1 centimètre de long. Ça laisse songeur. Quand on sait qu'à côté du petit 1000 pattes, c'est pas vide, hein, le parc central de New York, il y a 20 millions de visiteurs par an. Donc il aurait eu le temps de se faire écraser plus d'une fois. Bon, une diversité importante, même encore au cœur d'une ville aussi grande que New York. Durant la même expédition, ils ont trouvé une espèce de mouche, c'est un scaridé, c'est une famille que peu connaissent, probablement nouvelle pour la science, là le travail n'est pas fini.
et 2-3 espèces d'araignées qui ont l'air d'être très intéressantes. Soit elles sont rarissimes, soit elles ont été décrites 1 ou 2 fois seulement. Un manque crucial de taxonomistes pour les araignées. C'est un énorme groupe, plus personne s'en intéresse. À part ceux qui essayent de faire des fils d'araignées dans le lait, des choses comme ça, vous avez peut-être entendu dans la presse. Mais c'est anecdotique en fait. Autre exemple, tout aussi fascinant et spectaculaire, c'est cet insecte qui a été nommé gladiateur, qui est un fossile vivant. L'histoire vaut la peine d'être racontée, aussi très récent, 2002 tout ça. Enfin un peu avant, et puis ça s'est à peu près terminé en 2002. C'est un doctorant à l'Institut Max Planck de Pöln. Pöln, c'est au nord de l'Allemagne, là, près de la mer, tout en haut. Justement, dans un groupe de recherche pas très performant par ailleurs, qui a dû du reste entre-temps fermer ses portes. C'est assez cocasse en soi, enfin c'est plutôt malheureux, mais ce doctorant était justement intéressé à une famille de phasmes en particulier, et donc il faisait de la paléoentomologie, et il avait un beau morceau d'ambre dans lequel il a trouvé cet insecte qui fait quand même 2 à 3 cm de long. Cet insecte, bon, ça faisait quelques années que ce doctorant était un passionné de phasmes qu'on peut élever, donc il y a toute une communauté de fanatiques des phasmes, et il s'est dit tiens, ça ressemble à un phasme, mais il a un peu une tête aussi de menthe religieuse, c'est un truc, je comprends pas ce que c'est. Il a cherché dans les collections allemandes, il a trouvé un exemplaire cette fois-ci épinglé dans la collection, ce qui est déjà surprenant. Ils ont envoyé des messages dans le monde entier, ils en ont retrouvé 2-3, dont un à Londres, et à 3-4 taxonomistes, ils ont essayé d'imaginer d'où est-ce qu'il pouvait bien provenir, et ils ont ciblé la Namibie. Ils ont fait une expédition de 3 personnes, et en 2002, ils ont réussi à trouver quelques individus dans le demi-désert de Namibie. Et donc c'est un fossile vivant, c'est un nouvel ordre, créer un ordre, c'est très rare de trouver des ordres aujourd'hui. Le dernier ordre d'insectes, ça date de 1915, donc c'est une véritable révolution. Voilà. Donc il y a des grosses choses de 2-3 cm de long qui sont dans les musées, qui sont des ordres entièrement nouveaux, qui n'ont même pas été découverts par les scientifiques. Donc ça reste un gisement spectaculaire. Alors passons à quelque chose de plus substantiel, entre guillemets. Que rapportent les insectes ? Alors dans les nombreux efforts pour essayer de sauver la biodiversité de manière plus générale, il y en a un qui a fait les hauts cris au début et qui peu à peu se professionnalise et qui sera une nécessité, puisqu'il faudra bien et bien un jour marier l'économie et l'écologie, c'est d'essayer de calculer ce qu'on appelle les services écosystémiques. Que nous rapporte la nature? Qu'est-ce qu'elle fait qu'on n'a pas à payer? Et qu'est-ce qu'il faudrait payer le jour où ce service n'existe plus? C'est la question qu'on se pose. Et les insectes, ils font des tas de choses, comme ça a été dit dans l'introduction. La plupart, ils vont qu'à leurs affaires, on les remarque pas. On connaît les phénomènes de pollinisation, les abeilles et d'autres. La lutte biologique, qui est donc l'utilisation de petits insectes contre d'autres insectes, qui est une très belle alternative aux pesticides, qui marche pas toujours, mais qui a un succès plus important que les pesticides, en fait. Les insectes ont un rôle spectaculaire en termes de décomposition. Je vous montrerai le chapitre un peu particulier qu'on choisirait pas a priori de la décomposition des bouses, des bovins, qui est un énorme problème, en fait. Et ils ont un rôle aussi non négligeable lorsqu'on va dans la nature pour s'aérer. Donc peu à peu, on arrive à mettre des chiffres sur l'impact des insectes dans ces activités. Il n'existe pas d'études sérieuses au jour d'aujourd'hui sur ce que font les insectes pour nous en termes de décomposition du sol, alors qu'ils ont un impact énorme, parce qu'ils cassent en fait les feuilles et puis tous les végétaux. Ils prédigèrent avant que les micro-organismes puissent attaquer le substrat de manière plus ferme. Dans les transferts biogéochimiques, pensez à toutes ces larves qui mangent les arbres et qui accélèrent en fait le circuit des éléments. Ces 1 500 000 insectes, ce sont 1 500 000 solutions trouvées à des problèmes que cet insecte doit faire face. Et donc c'est un réservoir spectaculaire de métabolites secondaires. Il y avait même une boîte, Entomède, qui s'était montée du côté de Strasbourg, qui a eu jusqu'à 90 personnes. Aujourd'hui, elle a dû fermer ses portes. Malheureusement, c'est plus une erreur de gestion administrative de la recherche française plus que d'un échec. Et parfois, c'est aussi de la nourriture pour les humains. Et ça cause du reste des problèmes dans certaines parties de l'Afrique du Nord où les criquets à l'origine étaient mangés. Quand ils sont enduits de DDT, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais à l'origine c'était aussi de la nourriture pour les êtres humains.
Les insectes sont aussi beaux, comme vous le remarquez, hein. Donc il y a quelques diapositives là qui montrent un peu la beauté de ces insectes. Cet insecte-là, que je vous montre là, c'est une relativement petite famille d'hyménoptères, les chrysides. Ce sont des parasites d'abeilles avant tout. On en a plusieurs dizaines en France. Il n'y a plus de taxonomistes capables d'identifier les espèces en France. La décomposition des bousses de bovins, c'est un gros business, hein, 380 millions de dollars par an aux États-Unis. Que font ces scarabéidés, grosse famille de coléoptères? Pourquoi? Parce qu'il y a 100 millions de bovins aux États-Unis et que chaque animal produit 9000 kilos de détritus qu'il faut d'une manière ou d'une autre gérer. Et les coléoptères, en enfouissant ou en traitant tout ce crottin, permet en fait une économie qui est tout à fait spectaculaire puisqu'elle est de, c'est le chiffre, je suis désolé pour les scannings des planches, c'est 380 millions de dollars. Alors, qu'est-ce que fait le coléoptère en fait? Si on regarde ici, en fait, vous avez la cause de la perte, et vous avez 4 catégories ici, et ensuite vous avez des colonnes où les scientifiques ont essayé d'estimer la perte s'il y avait des coléoptères, s'il n'y en avait pas, et la différence c'est en fait ce que le coléoptère a permis d'économiser. Je prends seulement la première ligne ici, parce que c'est bien quelque chose auquel on ne penserait pas. Forage fouling, ça veut dire, c'est simplement le fait que lorsque le bovin mélange son crottin avec, ou la bouse de vache avec la nourriture n'est pas autrement appréciée par l'animal, on le comprend, et donc il y a une perte terrible de nourriture parce qu'elle a été mélangée en fait. Et si les coléoptères arrivent à subtiliser le crottin avant la vache, si on veut bien, à ce moment-là, on a une diminution de perte, et donc c'est 120 millions de dollars qui sont économisés par les coléoptères. Et on peut continuer. La façon dont l'azote est volatilisé ou non, chose très importante dans les changements globaux, les coléoptères ont un impact important, et aussi le fait qu'il y a des tas de mouches qui sont des vraies nuisances pour les animaux qui vivent dans ce crottin. Si ce crottin n'est pas là, c'est autant de mouches en moins, c'est autant de production de lait en plus, et ainsi de suite. Donc à nouveau, un effet tout à fait bénéfique des coléoptères. Pollinisation, ça c'est plus connu du grand public. On la voit par l'abeille domestique, il y a de loin pas qu'elle. La première ligne dit déjà que dans le monde, hein, cette fois-ci, on a 17 000 espèces d'abeilles qui ont été décrites. Il en existerait à peu près 30 000. Donc ça veut dire qu'il y a encore 17 000 espèces à décrire, dont on sait évidemment non pas seulement leur nom, mais rien de leur biologie. Et on ne parle pas de moucherons de 2 mm de long, hein, c'est des abeilles. Donc il y a du boulot encore, des grosses bestioles qui passent, dont on ne sait rien du tout, et qui pollinisent. La pollinisation, c'est pas seulement les abeilles, il y a une foule de coléoptères et diptères, donc des mouches, des moucherons, très mal connus. Il y a bien des espèces végétales pour lesquelles on ne connaît pas l'identité des pollinisateurs. Et même pour les espèces les plus communes, vous n'aurez pas une vision quantitative qui vous dirait, voilà, une liste de 10 espèces, l'espèce numéro 1 à 20% de la pollinisation, l'espèce numéro 2 aurait 3%, et ainsi de suite. Ça n'existe presque pas, ce genre de table. Donc, malgré l'engouement pour la pollinisation, on est vraiment au tout début. Il y a un déclin important de certains groupes de pollinisateurs qui fait vraiment souci. D'autant plus que les services rendus, cette fois-ci au niveau mondial, sont entre 100 et 200 milliards de dollars par an. C'est gigantesque. Alors, à propos du déclin, on va voir plusieurs diapositives qui parlent du déclin. C'est le seul moment un peu moins rose, entre guillemets. Il faut quand même en parler. Le groupe belge du professeur Rasmont, c'est un des rares groupes qui étudie les abeilles dans le monde francophone. Ils vont même jusqu'à Madagascar, mais c'est les plus performants sur le territoire français même. C'est assez marrant aussi, ça. On n'a plus beaucoup de spécialistes de l'abeille. On en a quelques-uns, mais pas pour ce genre d'études. A fait une analyse qui montre qu'un quart est en déclin. On a une petite moitié qui est stable. La partie verte rare, c'est rare jusqu'à indéterminé, on ne sait pas trop en fait. Donc, mais c'est pas très courant, donc il les a basculés dans rare. Et puis après, il y a cette partie bleu ciel où on a une augmentation, il faut quand même le souligner. Il y a quelques espèces qui se portent mieux avec le changement de multiples formes qu'on fait. C'est dans le détail que c'est plus dramatique que ce camembert-là. Quand on regarde qui sont ceux qui sont
en augmentation, on réalise que ce sont presque exclusivement des espèces qu'on trouve un peu partout, un peu ubiquistes, comme on dit, hein, quelconques. Et donc, oui, c'est des généralistes. Bon, c'est bien, ils augmentent, c'est une réalité, il faut pas la nier. Par contre, si on regarde dans le déclin, alors il y a des groupes où ça va vraiment extrêmement mal. Par exemple, vous avez des groupes d'abeilles qui nichent dans les coquilles vides de mollusques, d'escargots, qui sont spécialisés. Elles peuvent faire leur nid que là-dedans. Alors là, il y a un déclin des fois jusqu'à 80% de l'espèce. Donc si on regarde ces tableaux de manière toujours plus spécifique, on a quelques belles histoires à raconter, effectivement, mais ce se trouve être des espèces qu'on trouve partout aussi. Et alors là où ça va très mal, c'est en général des groupes très spécifiques, avec des conditions écologiques bien particulières, et qui, ceux-là, sont en train de passer à la trappe. Titre qui est repris, je crois, d'un article de M. Miseret dans le Figaro il y a quelques années, qui s'intéresse aux abeilles et aux insectes de manière générale, et qui montre, ça vient de sortir là, c'est le graphe qui montre le nombre de colonies aux États-Unis en fonction du temps, en commençant en 1945 et en s'arrêtant en 2005. Un déclin. Le déclin américain, j'ai pas trouvé de données identiques pour l'Europe ni pour la France. Hein. Le déclin américain, il est un peu contrecarré par une vision plus globale. Par exemple, le Canada a connu deux belles envolées, en fait. C'est pas du tout la même courbe pour le Canada, elle est plutôt positive. Le Mexique se porte à peu près, c'est plus erratique, mais ça va à la limite mieux. Et donc, si cette tendance se poursuit, on peut calculer, hein, quand c'est que ça s'arrête, 2035. En 2035, il n'y a plus d'apiculture aux États-Unis si ça continue comme ça. 2035, c'est demain. Et au-delà des abeilles, qu'on pourrait réimporter d'ailleurs, il y a le métier même d'apiculteur. On ne saura plus faire, au bout d'un moment, quand il n'y aura plus ces animaux-là. Ça n'arrivera pas, parce qu'en termes d'économie, et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des écologues qui travaillent avec les économistes, et ça donne des choses très intéressantes. Évidemment, le prix de la ruche, le prix du miel va exploser, c'est bien ce qui s'est passé il y a déjà 2 ans pour le prix du miel aux États-Unis, où il y a eu un pic spectaculaire, et après, le prix de location de la ruche va devenir très cher, et donc il y a des gens qui se remettront dans ce marché-là. Donc on va bel et bien probablement avoir un équilibre, mais il sera très bas. Et quand ça va trop vite, on a des systèmes qui n'arrivent pas à se stabiliser de manière souple. Alors, oui, ça c'est la table que vous ne pouvez pas lire. Il y en a toujours une dans chaque exposé en principe. Alors, ce qu'elle vous montre, cette table, c'est ce que rapportent les pollinisateurs non abeilles domestiques, les pollinisateurs natifs, ceux qui existaient déjà dans l'écosystème, pour toutes les cultures. En fait, cette table fait 4 pages à 4. J'ai essayé de la réduire pour vous montrer quelques lignes que je trouvais intéressantes. Et donc, cette première colonne vous montre les cultures. On n'aurait rien d'équivalent de nouveau au niveau européen. Hein. Il faut toujours aller quand même de l'autre côté pour trouver ce genre d'informations. Vous avez la valeur que rapporte cette culture en millions de dollars. Vous avez un pourcentage de est-ce que cette culture nécessite la pollinisation fortement ou pas. Il y a des espèces qui ne nécessitent pas du tout de pollinisation. Hein. Ils ont l'autopollinisation des plantes, ça existe. Il y a aussi le vent. Il y a différentes choses. Après, il y a 2 colonnes qui déterminent le pourcentage de l'abeille domestique dans la pollinisation dès le moment où il y en a. Et donc, on peut finir avec une dernière colonne qui nous montre l'apport monétaire de la pollinisation par les abeilles non domestiques. Les insectes non domestiques, excusez-moi, c'est pas que des abeilles. Alors on prend 4 exemples qui sont différents et qui sont chaque fois intéressants en eux-mêmes. Alors la première ligne, je ne l'ai pas entourée. Ça y est, j'ai oublié le nom en français. Les amandes, merci. Les amandiers nécessitent une pollinisation à 100%. Donc, mais ce sont pas... ce sont... C'est fait par des abeilles domestiques, et c'est pour ça que ça ne rapporte rien. Pardon, il m'a fallu un instant. Donc on passe au pommier, qui lui aussi a besoin 100% d'être pollinisé par l'insecte. La plupart du temps, ces insectes-là sont des abeilles domestiques, et donc il n'y a que 10% qui est pollinisé par des insectes qui sont autres que l'abeille domestique, mais ça rapporte tout de même 158 millions de dollars par an, cette pollinisation. Donc là, à nouveau, c'est si ces insectes disparaissent, on doit, d'une manière ou d'une autre, réussir à combler ce trou de 158 millions. Si on prend maintenant d'autres
Là, on avait donc une pollinisation à 100% par les insectes. Si on prend la pollinisation de la vigne, qui en gros n'est pas pollinisée par les insectes, mais tout de même, il y a un 10% qui est pollinisé par les insectes, on obtient un chiffre assez spectaculaire de 250 millions de dollars parce que la vigne vaut cher. Donc là aussi, il n'y a pas seulement le nombre d'hectares que vous avez de votre plantation, il y a ce que rapporte la plantation. Et même si la proportion qui est pollinisée par un insecte est faible, le prix de revient est tellement élevé que l'insecte a un impact énorme, hein. On multiplie un gros chiffre par une petite probabilité. Donc ça fait quelque chose d'important à la fin. Les fraises, c'est un peu le même genre, où là les insectes n'ont pas un grand effet, mais la fraise coûtant cher, on arrive à 213 millions de dollars par an. Et ce que je trouvais aussi de fascinant, c'est le soja, qui rapporte énormément, 15 000, hein, je crois que c'est le chiffre le plus élevé que vous avez sur cette page-là, peut polliniser aussi par les insectes, mais du coup, 754 millions de dollars. Hein. Et ça va pendant 4 pages à 4. J'ai pas eu la place sur ce diapositive de vous montrer des cultures qui sont aussi importantes en France, par exemple le melon. Hein, il y a plusieurs cultures de ce côté-là qui nécessitent les insectes. Certaines cultures, comment ça s'appelle maintenant, les baies rouges, les cranberries aux États-Unis, dont on fait des jus qu'on connaît un peu chez nous, mais moins. C'est aussi de la pollinisation par insectes, presque exclusivement. Et ce sont des insectes très spécifiques. On ne peut pas simplement remplacer un insecte par un autre. On a en écologie ce qu'on appelle des groupes fonctionnels. Certaines fois, vous pouvez remplacer un insecte par un autre. Vous pouvez, s'il y a une espèce qui disparaît, vous pouvez faire venir une abeille domestique. Des fois, ça ne marche pas. Tout le groupe de plantes qui est pollinisé par ce qu'on appelle buzz pollination, c'est un groupe un peu spécifique, mais il y a des centaines d'espèces, si ce n'est plus, il y a des milliers d'espèces, les protéacées en particulier. Ça, ce sont des insectes qui se posent sur la fleur et qui font vibrer leurs ailes, ou les muscles des ailes, à une très haute fréquence, et ça permet aux grains de pollen de sortir en fait de leur réceptacle. Et si la fréquence n'est pas bonne, le grain de pollen reste coincé, et ça doit sortir par des petits trous, et il faut une fréquence bien spécifique. Et donc il faut un insecte qui fait cette fréquence. L'abeille domestique n'a pas cette possibilité de découpler son système de muscles comme le font ces insectes, comme le bourdon par exemple est capable de le faire. Et donc on ne peut pas remplacer un insecte par un autre. Alors si je continue avec le soja, parce que le soja c'est intéressant à bien des titres en termes d'agriculture intensive. Cette information-là, c'est un saut un peu conceptuel, mais elle vous montre 3 graphes dont les axes sont toujours les mêmes, c'est le temps qui court depuis 1992 jusqu'en 2002. Et c'est la consommation de viande par les Chinois. Alors qu'est-ce que ça vient faire avec les insectes? Elle augmente, elle continue d'augmenter, hein, ça explose même puisque ça va toujours mieux pour eux. Il faut pour ça produire toujours plus de viande. Où est-ce qu'elle est produite cette viande? Elle est produite au Brésil, grâce au soja brésilien. Donc il y a une augmentation de la production du soja brésilien qui est spectaculaire. On pense dans moins de 5 ans un doublement des surfaces qui sont déjà gigantesques, ce qui fera à peu près disparaître l'écosystème Cerrado, qui est quelque chose qu'on connaît relativement mal par ailleurs. C'est sur ces terres-là que c'est pris. Écosystème assez riche, peu connu, moins en exergue que la forêt tropicale amazonienne. Et voilà, donc on a pour finir des exports brésiliens du soja qui est produit au Brésil pour nourrir les Chinois. Et donc tout ça, ça va nécessiter des insectes. S'ils sont plus là, on a un problème. Hein, puisqu'on a une machine qui est en train de s'emballer, mais derrière il faut suivre. Et ce travail gratuit fait par les insectes, il vaudrait mieux qu'il reste là. Du reste, vous savez que l'agriculture californienne est parmi les plus spectaculaires au monde depuis longtemps. Il y a déjà 2 ans, il existe un journal qui s'appelle Californian Agriculture. C'est un peu un journal, ça serait un peu un journal un peu de l'INRA, si on veut bien, un peu équivalent, pour le grand public des agriculteurs. Et la couverture, c'était « Est-ce que la Californie peut se passer de son agriculture ?» Point d'interrogation. Je suis professeur invité dans le sud des États-Unis également. On discute fermement de est-ce que c'est encore une bonne idée que la Californie produise quoi que ce soit. Ce qui est complètement aberrant en ce qui me concerne. Mais l'idée, c'est que vous pouvez, c'est devenu des commodities, du reste ceux qui font de la bourse le savent bien, on trouve le soja au milieu du nickel et puis de tout le reste. Hein. Pourquoi pas
transposer toute cette production dans le sud de la Pampa, en Argentine en particulier, qui voit aussi ses surfaces exploser de production. On nourrit du bœuf, on transporte tout ça soit par avion, soit par bateau aux États-Unis, et on conserve le peu d'eau qui nous reste, puisqu'on les a mis dans les piscines des individus, pour pouvoir continuer à vivre à notre façon américaine. C'est un peu ça que se pose la Californie comme question, hein, puisque Los Angeles, ainsi toutes ces villes-là, puisent dans la même ressource qu'est le Colorado. Donc il y a des luttes maintenant spectaculaires entre le monde agricole et puis les villes sur ces territoires-là, et donc le monde agricole va perdre. C'est pas eux qui ont les... C'est fini tout ça, donc le monde agricole ne fait que de reculer. Évidemment, on n'a aucune idée de l'entomofaune de ces pays-là. En gros, il y a des bons taxonomistes, il y a plus de taxonomie que d'écologie moderne dans ces pays, mais pas du tout au niveau européen. Et est-ce que les pollinisateurs seront au rendez-vous? Est-ce qu'on aura des nouvelles maladies à cause de ça? Tout ça sont des questions qui n'intéressent en gros pas le système de production américain et qui n'est pas prêt à financer des études qui seraient délocalisées en plus. Donc on va au-devant de systèmes assez curieux. Ce graphe-là, je le trouve spectaculaire. Il vous montre de nouveau au fil du temps ce que paye un agriculteur américain pour louer une ruche pour 4 cultures différentes. Donc on retrouve nos amandiers, le pommier, et puis encore deux autres cultures qui sont celles-ci, j'en parlerai pas. Je parlerai que de l'amandier puisque c'est aussi la culture qui coûte déjà le plus cher. Alors qu'est-ce qu'on voit? C'est que ça augmente. Hein. En l'an 2000, il louait sa ruche, je ne sais pas pour combien de temps, mais jusqu'à ce que les amandiers soient pollinisés, pour $40, à peu près une ruche. En 2005, donc c'est quand même que 5 ans plus tard, il a déjà passé à $70, un peu plus. La surface des amandiers a doublé en peu d'années. En Californie du Nord, on estime à peu près la valeur des surfaces d'amandiers à peu près à 2 milliards de dollars. Hein. Donc c'est pas la rentabilité, c'est ce que... c'est la richesse. Alors, les abeilles des États-Unis, depuis le mois de novembre, ont un très gros souci. Il y a un déclin spectaculaire des abeilles aux États-Unis depuis le mois de novembre, encore plus dramatique que ce qu'a connu la France avec le gaucho. Ça va encore plus vite. Les pertes, alors c'est pas dans tous les États, chaque jour il y a un État supplémentaire qui se greffe sur la carte, hein, mais c'est pas tous les États pour l'instant. On parle entre 30 et 50 voire 60% de pertes, au point qu'il y a déjà eu le mois passé un hearing devant une des chambres à Washington. C'est la catastrophe, ils n'avaient jamais vu ça, ils ne comprennent pas du tout ce que c'est. Il semblerait que dans les ruches, il y a d'autres insectes qui vivent avec, hein, qui sont des commensalistes, donc qui vivent à côté, qui font pas beaucoup de dégâts. Il y a un petit papillon, il y a quelques coléoptères qui vivent un peu de ce que produit l'abeille. Eux, on n'aime pas non plus les ruches. Donc il y avait une hypothèse comme quoi c'était peut-être aussi des pesticides, mais aucune assurance quelconque. Il y a 3 jours, je suis ça de très près, il y a 3 jours, il est sorti une annonce, mais pas dans la presse spécialisée, donc on va attendre les travaux scientifiques pour voir si c'est pas des effets d'annonce, hein, ça excite tellement tout le monde qu'on voit apparaître des trucs un peu spécieux, comme quoi ça serait peut-être un rapport entre un coléoptère invasif et puis ces abeilles. Personnellement, j'y crois pas trop, mais il faut attendre. Évidemment que si l'abeille, si on a 30% de pertes en 2007, le prix, il va exploser. Et donc, les économistes se sont mis déjà à chiffrer ça, et ils pensent, c'est ce qui est censé venir maintenant, que le prix d'ici 2-3 ans, de location d'une seule ruche, devrait atteindre les 250 à $500. Donc, en l'espace de moins de 10 ans, on aura passé de $50 à 500. Il y a du reste des transhumances. Hein. Vous pouvez suivre la route des abeilles aux États-Unis à cause de ces surfaces d'amandiers. Et il y a des routes avec des trucks, et c'est depuis le sud. C'est des camions entiers d'abeilles qui montent vers le nord pour être loués, puis après leur passent. Alors vous imaginez, une abeille, c'est un écosystème aussi. Hein. Donc elle transporte avec la varroa, tout ce qu'on ne veut pas, et donc on fait une homogénéisation, ce qui est un énorme problème en écologie, l'homogénéisation des habitats par ce genre de moyens également. Ensuite, autre sujet sur lesquels on ne les attendrait pas forcément, ces insectes.
Peut-être certains d'entre vous sont chasseurs, ou vous allez de temps en temps pêcher, ou vous aimez aller voir des oiseaux. Il s'avère qu'une bonne partie des petits oiseaux qu'on tire à la chasse sont des insectivores. Et donc vous pouvez calculer ce que rapportent les insectes par le simple fait qu'il y a des gens qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour s'acheter le dernier cri du fusil tel et tel, ou le 4x4 qui va avec, ou je ne sais pas quelle fantaisie. Pêcheurs également. La plupart des bons poissons que les pêcheurs amateurs pêchent, ce sont des insectivores. Il a été calculé l'argent dépensé par les ornithologues amateurs pour aller voir des oiseaux. Les gens sont prêts à payer très cher pour aller dans telle et telle région du globe voir des oiseaux spectaculaires. Souvent, c'est une certaine proportion, 0,61 pour la chiffrer exactement, ce sont des insectivores, donc vous pouvez calculer ce que rapportent les insectes. Et vous finissez avec un chiffre totalement ahurissant de 50 milliards de dollars par an que les insectes. C'est surprenant parce qu'on n'y penserait pas a priori. Ça sera très faible en proportion du chiffre le jour où on chiffrera ce que rapportent les insectes en termes de décomposition du sol. Là, ça n'aura aucune proportion. Mais pour l'instant, dans l'étude dont je me suis servi, qui est l'étude de référence, c'est ce chiffre-là le plus important. Il est même plus important que les autres. Voilà, donc ça, c'était un peu pour vous montrer que on peut mettre des chiffres là-dessus. C'est apparemment utile de le faire, puisque parfois c'est le seul moyen pour convaincre les politiciens de s'intéresser à sauvegarder une facette de la nature. Il y a une autre façon, évidemment, d'utiliser la nature, c'est pas de la chiffrer comme ça, c'est de s'en inspirer. Et ça, c'est la bionique. Et donc, avec une transition un peu abrupte, je vais vous montrer maintenant certaines facettes d'un projet européen que j'ai dirigé et qui continue maintenant. C'est une direction tournante. C'est ces gros projets européens où vous n'avez pas simplement de laboratoires qui se mettent autour d'une problématique particulière. Et nous, on s'est inspiré des insectes pour essayer de faire de la microtechnologie. Du coup, ça passe aussi en anglais parfois parce que, bon, ce sont des diapositives qu'on utilise assez couramment dans plusieurs pays. Qu'est-ce qu'on essaye de comprendre? Les grillons, tout comme les blattes, que vous connaissez peut-être un peu mieux, ont deux appendices qui ressemblent un peu à des antennes, si ce n'est qu'elles sont à l'arrière du corps. On appelle ça des cerques. Donc je vais utiliser ce terme assez souvent, le terme de cerque. C'est un peu comme des antennes. Ces cerques, ils sont couverts de poils, c'est ce qu'on voit ici, des poils très longs, très fins, qui réagissent au moindre courant d'air. Ce sont les meilleurs senseurs du règne animal. Pour vous donner un ordre de grandeur, un de ces poils va réagir, donc ils sont connectés à un seul neurone dessous, et ce neurone va réagir dès le moment où l'énergie qui est mise dans le poil pour le bouger correspond à 1/10 d'un photon. Donc vraiment, c'est spectaculaire, il n'y a presque pas d'énergie. Donc il travaille presque au bruit thermique, comme disent les physiciens, ce qui pose d'autres questions en termes de biologie, c'est comment ça peut travailler au bruit thermique. Alors il n'arrête pas de croire qu'il y a quelque chose qui se passe. Et donc nous, biologistes, on se posait la question de pourquoi est-ce qu'il y a tant de poils? Est-ce que c'est parce qu'il y a besoin d'une redondance pour avoir une cohérence d'ensemble, comme diraient les physiciens? Est-ce que c'est parce qu'ils sont très vite cassés et donc il faut avoir un nombre très important de pièces de rechange, entre guillemets? Et à quoi ils sont utilisés? C'est parce qu'ils peuvent ainsi percevoir les prédateurs de toutes sortes. Là j'ai mis une araignée, c'est le prédateur le plus important de cette espèce de grillon. Il y a des guêpes, il y a toutes sortes. Et en fait, vous allez le voir plus loin, on a pu montrer que ces prédateurs, c'est connu pour les insectes volants, on entend les moustiques et les mouches, ils créent une onde. Quand l'onde est proche, on parle d'acoustique dans le champ proche, et donc à ce moment-là, les particules d'air ont une direction, une vitesse, et cette direction de vitesse est mesurée par les poils des grillons, qui leur permet de fuir. Et en fait, quand vous essayez de taper la blatte dans un de vos hôtels de préférence un peu plus au sud que chez vous, vous y arrivez en général pas, parce que la blatte a repéré le courant d'air que vous avez créé avec votre journal ou je ne sais pas quoi. Donc le plus rapide vous êtes, le plus petit est l'objet avec lequel vous essayez de taper votre blatte. C'est peut-être une combine que je peux vous donner ce soir, parce que si vous prenez quelque chose de très gros, vous créez un flux d'air qui est gigantesque. Donc voilà, pour la combine de la soirée. Alors, une fois qu'on avait compris ça, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On veut s'inspirer de ce poil de grillon pour créer des MEMS, Micro-Electronical Mechanical System. Ce que vous voyez là, c'est un MEMS fonctionnel, c'est un micro-anémomètre, il fait 200 microns de long.
Et nous voulions créer de ces MEMS qui soient un peu sur le mode de fonctionnement du poêle, du grillon, et on voulait créer une forêt de MEMS, ce qui est très difficile en termes d'ingénierie, parce que vous avez des interférences après. Du reste, ce projet était avant tout un projet d'ingénieur, il était du reste financé, il est financé par la branche ingénieur de l'Europe, dans lequel vous retrouvez des sciences des matériaux d'une part, vous retrouvez des gens spécialisés dans les interfaces, les microchips et les neurones, parce qu'il y a des tas de problèmes, comment le neurone arrive à s'accrocher à la surface du microchip, ils aiment pas ces matériaux, donc problème d'interface, de la chimie. Il s'est révélé que les neurones des insectes sont pas du tout obéissants, contrairement aux neurones des vertébrés qui obéissent bien, on peut leur donner à manger, ils se mettent en ligne. Les neurones des invertébrés vont dans tous les sens parce qu'ils exudent leur propre environnement, ils se découplent en fait du substrat. C'est assez spectaculaire, on ne le comprend pas. Et on avait aussi, évidemment, les nanotechnologistes ou les gens des MEMS, puis c'est la microtechnique plutôt que la nanotechnologie, de Twente, des Hollandais, qui sont très connus dans le domaine. Voici une image un peu plus rapprochée de ces cercles. On voit les poils, il y a de différentes longueurs. C'est important, la longueur, parce que la vibration du poil va être partiellement fonction de sa longueur. C'est une sorte de pendule inversée compliquée. Voilà. Et donc la longueur va avoir un impact. La longueur aussi permet au poil quelque part de se découpler des phénomènes de bord dont on va beaucoup parler juste à la surface du cercle. Donc on va parler de dynamique de fluide dans un instant. Mais d'abord il faut cartographier le cercle pour essayer de comprendre comment il fera. C'est un processus studieux. Bon, voilà. Ça vous donne une image, ça nous permet de comprendre l'agencement, ça nous permet de voir également que ces poils ont une bimodalité dans leur longueur, donc on a des poils courts, ici d'à peu près 200-300 microns de long, on a des poils longs, pour cette espèce, hein, il y a des poils, les insectes des cavernes sont très intéressants de ce point de vue-là, il y a des crillons dans les cavernes qui ont des poils jusqu'à 2 mm de long, voire plus. Et donc vient après toute la question de comment est-ce que le signal en fait est perçu, le signal du prédateur qui arrive sur le grillon, comment est-ce qu'il est perçu au niveau de ce cercle, hein, c'est de la dynamique de fluide, comment ces particules d'air vont arriver sur le cercle, comment est-ce qu'elles vont bouger le poil. On peut avoir des signaux de 36 sortes différents. Un hyménoptère là, qui vole va créer un signal, j'ai mis une sinusoïdale, c'est à peu près ça, c'est un peu plus compliqué que ça, mais approximativement c'est ça. De toute évidence, le signal d'une araignée qui avance n'avait jamais été mesuré jusqu'à maintenant. On n'avait aucune idée de ce qu'on devait attendre. Vous allez voir des résultats, mais les insectes marchant au sol à grande vitesse, qu'est-ce qu'ils créent devant eux, ça n'avait jamais été étudié. Mais ça sera sûrement pas quelque chose de sinusoïdal, a priori en tout cas. Et donc ces différents signaux doivent pouvoir être extraits de l'environnement par le grillon et reconnus comme étant un danger. Et puis il ne faut pas qu'il saute tous les 5 minutes, parce que sinon il passe son temps à avoir des fausses alertes. Qu'est-ce qu'on utilise comme technologie pour essayer de visualiser ça? C'est une technologie basée sur des lasers, c'est de la visualisation, des lasers que vous avez là de manière schématisée, qui par des systèmes d'optique vont créer en fait une nappe de laser. La nôtre est très petite, elle fait 50 microns d'épais, et donc vous avez un faisceau de lumière, vous êtes dans un environnement clos, vous avez votre objet qui vous intéresse, là c'est marqué piston, ça peut être un cercle, vous avez des systèmes d'ensemencement de votre environnement, ça peut être, c'est plus de la fumée parce qu'on fait mieux aujourd'hui, mais avec la fumée ça marche pas si mal, mais on a des systèmes qui font des petites bulles très petites d'une huile particulière qui reste très stable assez rapidement, et donc vous pouvez visualiser ce qui se passe, parce que dès le moment où vous avez un courant d'air, où cet objet-là bouge, il va faire bouger ces petites particules, et donc vous avez des caméras à très haute cadence qui prennent un film, et sur le mouvement des particules, vous pouvez en déduire la vitesse et la direction des particules d'air. Donc voilà une image, par exemple, d'une araignée qui court vers l'avant. Oui, des gens comme moi, on a des groupes très disparates. Hein. Par exemple, dans mon équipe, j'ai un opticien métrologie optique pour laser. Voilà, c'est un technicien de haute voltige. J'ai une mathématicienne, MathMeca, qui fait les équations. Je vous montrerai pas beaucoup d'équations. Il y en a beaucoup en fait, mais ça me semblait pas être le lieu pour ça. On finit par avoir des groupes vraiment, alors là, du coup, vraiment transdisciplinaires ou interdisciplinaires. On va pas faire
pinaillage sur ces termes-là, mais le biologiste, dans ces équipes-là, n'est plus qu'une composante parmi de nombreuses. Et c'est pas la physique qui l'emporte, non, c'est l'interdisciplinarité qui l'emporte. Et pour l'instant, ça va dans ce sens. Je vois les interactions que j'ai, par exemple, avec Chimie Physique à Paris, qui est progressiste de ce point de vue-là. Il est évident qu'on voit poindre, c'est le cas au MIT par exemple, des équipes entières de physiciens, physique de matière molle et puis ces drôles de choses comme ça, où ils se mettent à avoir des postes pour biologistes. Et ils incorporent un biologiste. Pour l'instant, la démarche est plutôt inverse. C'est les biologistes qui se sont ouverts aux sciences dures pour utiliser leurs outils. Mais on voit aujourd'hui les physiciens étant tellement gourmands de problèmes de ce type-là, avoir besoin d'avoir un biologiste en leur sein pour pouvoir avoir des questions à traiter. Et même de temps en temps parler de physique. On arrive même à faire ça. Alors oui, l'araignée, vous pouvez l'avoir de côté, de face, comme vous voulez. Très compliqué. Ce sont des lasers assez puissants. Alors aujourd'hui, les lasers, ça avance très vite comme technologie, donc il est sorti un laser violet qui serait moins violent pour l'araignée. Mais les araignées n'aiment pas ça, donc on arrive juste à tirer quasiment en dessous des yeux pour que l'araignée ne soit pas trop dérangée. Mais on parle de haute voltige parce que la bestiole elle va très vite, et puis elle a quelque chose comme 4 mm de haut. Donc il faut réussir à placer la nappe laser là où il faut. Voilà, c'est des images comme ça qu'on obtient. La couleur ici représentant en fait l'intensité du signal ou sa vorticité, je crois que c'est l'intensité là. Et voilà, on peut même on peut brancher des microscopes ou des macroscopes là-dessus. Et on a passé l'année passée à 3 ou 4 à enfin savoir si l'influence des pattes devait être prise en compte dans notre modèle. Parce qu'on a des modèles que je ne vous montre pas, c'est des nombres de Reynolds assez faibles, mais pas suffisamment faibles pour que les approximations usuelles de Stokes puissent marcher. Donc on est comme souvent avec la biologie, on est dans ces cas de figure où les approximations ne jouent pas bien parce que tout est important. Pour ceux qui font un peu de physique, le nombre de Reynolds, il est à peu près entre 5 et 30. Donc c'est justement bête, parce que c'est là où on ne peut pas simplement faire tomber des termes dans les équations qui nous embêtent. On est obligé de prendre tout en compte. Et du coup, parfois on peut faire de l'analytique. Très souvent, on a besoin de l'ordinateur. Et donc on se posait la question, est-ce que le mouvement des pattes doit être pris en compte et est-ce qu'il est perçu par le grillon? Alors ça, on ne sait pas, cette question-là. Par contre, oui, pour que notre modèle soit efficace, on a besoin de phénomènes presque pulsatoires, très rapides, au-devant de l'araignée, pour être réaliste. Alors, oui, à propos de l'araignée, donc qu'est-ce qu'on a appris par ça? On a pu mettre en évidence qu'en fait, l'araignée produit un signal quand elle court à assez haute vitesse, 30 cm par seconde ou 40. Hein, ça va très vite, une araignée, quand ça veut. Elle produit un signal qui peut être perçu par le grillon jusqu'à 5 cm devant son corps. Donc il y a vraiment beaucoup d'informations devant le véhicule. D'habitude, on regarde plutôt derrière pour savoir si notre coefficient il est acceptable ou pas, mais devant l'araignée, il y a de l'information qui est utilisée par les autres. Là, je repasse du côté du grillon. Ce que vous voyez, cette sorte de tube, c'est rien d'autre que le cercle auquel on a enlevé les poils, parce qu'on était vraiment intéressé à comprendre la dynamique de fluide qui impacte les poils. Du reste là, alors donc on a entre-temps des spécialistes de rasage de poils de grillon, si on peut dire ça comme ça. Donc là, normalement, vous avez un poil qui est censé être encore plus long que l'image. Hein, on voit vraiment de très près. Bon, là, il reste quelques poils ici qui n'ont pas été totalement rasés. Hein, et donc on voit ces particules dont je vous parlais. On peut même aller plus près. Et on a voilà, 1 mm². On peut avoir des belles images comme ça. Et donc là-dessus, on peut faire tourner nos modèles analytiques. Parce que, heureusement, il existe des équations. Parce qu'en fait, si on estime que notre cercle n'est rien d'autre qu'un cylindre avec une pointe, ce qui complexifie passablement la chose, mais dans un premier temps, on estime qu'il y a un cylindre. Suivant d'où vient le flux, ça va changer les équations, hein, puisque ça dépend un peu de la position relative du flux et de l'objet. Mais il existe des équations relativement anciennes, parfois assez nouvelles aussi. Bon, il y a de tout. Et donc on a pu, mais je ne vous le montre pas, donc utiliser ces modèles analytiques et avoir des très bons, comment est-ce qu'on dit ça, un très bon fit, des données qui collent bien au modèle. Et donc on peut utiliser le modèle pour s'inspirer, pour faire nos MEMS. Et du reste des MEMS, on n'est pas les premiers à essayer de faire ça. Hein, il y avait déjà avant tout des Américains, une fois de plus, même s'ils ont chaque fois des noms plutôt asiatiques qu'américains.
Alors, ce que je savais pas, moi, en tant que biologiste, en entrant dans cette communauté, c'est que, et là, je pense à ces deux images-là, il y a encore quelques années, c'est plus le cas maintenant, hein, mais si on remonte à 5 voire 10 ans, faire un MEMS en soi, arriver à créer un petit objet, était en soi déjà un tel succès qu'il n'avait pas besoin d'être fonctionnel. Et en fait, vous avez tous sûrement vu des images spectaculaires d'une fourmi qui transporte un petit objet comme ça. Souvent, ces objets, en tout cas dans les premiers jours de cette technologie-là, n'étaient pas fonctionnels. Mais par contre, le simple fait de pouvoir créer ces petites choses-là était en soi déjà suffisamment excitant pour pouvoir le montrer. Mais bon, ça c'était un peu une déception. Et par exemple, ces choses-là, même si c'était dans les faits des projets financés par la DARPA, donc le bras scientifique de l'armée américaine, n'ont jamais marché. Là, on a une équipe concurrente, c'est très récent, hein, c'est aussi aux États-Unis, dans l'Illinois, qui s'est mis à faire des choses assez similaires. Et ils n'ont pas copié, en fait. C'est comme il y a souvent, au monde, il y a plusieurs personnes qui ont l'idée en même temps. Et on reconnaît là une sorte de poil, qui est moins bien que le nôtre, mais bon, ils sont prêts. Alors, comment est-ce que ce poil-là a été créé? Donc là, on vous montre les différentes étapes de manière très schématique d'une fabrication d'un MEMS. C'est déjà un MEMS assez compliqué. On peut faire encore un peu plus compliqué, mais on a en fait 8 pas. Et faire un MEMS qui contient 8 pas, c'est pas facile. Et la limite, bon, elle ne cesse d'être poussée, mais c'est peut-être entre 12 et 15 pas. Hein, c'est donc fait dans ces salles blanches, vous avez déjà vu ça aussi, les salles blanches avec les gens scaphandriers parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de la poussière et ainsi de suite. Et donc vous créez ces petits objets. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin? Il y a aussi pas mal de matériaux, on peut en rajouter encore quelques-uns, mais après ils ne savent plus faire non plus. Il y a des problèmes de collage, d'interfaçage en fait en des différents matériaux qui devient très compliqué. Certains matériaux, on les met, après on met les basques dessus, on coule des choses qui les font se dissoudre. Ça peut être vraiment compliqué cette démarche. Ils restent totalement. Alors les collègues sont totalement fascinés par les insectes parce que eux ils arrivent à travailler avec 10 matériaux puis après ils n'arrivent plus. L'insecte, quand il fait sa nouvelle cuticule, il utilise un minimum de 300 protéines en l'espace de 2 heures. Et donc là, avec 8 matériaux, on est à peu près arrivé au bout. Donc il y a encore de la marge pour notre technologie. Alors voilà comment marche ce MEMS. Donc le poil lui-même ne bouge pas. Il est sur une plateforme qui, elle, va bouger, dû au fait que le poil va être poussé par l'air. Hein, et ça travaille par capacitance. Ils ont essayé 36 000 sortes de scénarios, c'est celui-là qu'ils ont choisi au final. Et donc voici leur production. Hein, donc ça ressemble effectivement à un poil, on voit sa base ici. Alors là, ça n'a pas été conservé, ces sortes de torsades, ça amenait des non-linéarités qui étaient insupportables. Donc aujourd'hui on est revenu à quelque chose de plus simple. Alors, la hauteur fait 500 microns. Aujourd'hui, ils sont à 800. Donc, en gros, en termes de hauteur, on est arrivé à faire la même chose que l'insecte. Là où la technologie est moins bonne, c'est ce qu'ils appellent le aspect ratio. Être capable de produire des choses très fines, très fines, très longues, c'est vraiment difficile. Et en fait, les 50 microns de largeur, alors que le poil biologique fait entre 5 et 10 microns, c'est très dur à obtenir. En descendre, bon, ils arriveront peut-être à 20, 25, mais ils ont vraiment beaucoup de peine à ça. Et donc, ils les font aussi en série. On peut même avoir des forêts, puisque nous, on était intéressés à comprendre ces phénomènes d'ensemble. Le terme de résonance stochastique, c'est aussi quelque chose qu'on est en train de regarder d'un peu plus près. Et moi, ce qui m'intéresse à savoir aussi, c'est les interférences hydrodynamiques entre les poils biologiques à l'origine, mais même entre ceux-là. Et donc là, on joue avec l'espacement des poils pour comprendre à partir de quel moment il n'y a plus d'effet, en fait. Puisque dans ces modèles-là, il faut même tenir compte, pour avoir une équation correcte, de la masse de l'air qui est prise avec le poil. On a des nombres de Reynolds tellement faibles que ce virtual mass, c'est cette masse d'air qui est juste attachée au poil. Il faut tenir compte dans l'équation pour avoir des choses qui collent avec nos données. Donc des effets hydrodynamiques entre des petits poils comme ça, on n'est pas à l'abri, ça dépendra évidemment des vitesses d'air qu'on veut mesurer. Et du coup, donc, il faut aussi voir si ces MEMS fonctionnent. Et donc là, vous avez le design pour tester ces MEMS. Donc là, c'est un MEMS qui est sur une plateforme avec 2 points d'attache.
Et donc, ils étaient plutôt fiers de cette caractérisation. Comment est-ce qu'il faut lire ce genre de graphe? Vous avez en principe le maximum, on le trouve ici puis là, dans l'axe qui vous intéresse. Vous devriez avoir un minimum, c'est presque le cas ici, dans l'axe où c'est pas censé bouger, hein, puisqu'on a une asymétrie. Et après, on fait tourner la plaque des MEMS pour voir si tout cela est symétrique. Bon, les collègues technologues ont l'air d'être satisfaits avec leur... ça a eu un impact important dans toute la communauté et bien au-delà. Hein, la télévision, ainsi de suite, s'est emparée de cette histoire-là. Mais, parce qu'il y a un gros mais, on a une sensitivité par rapport au grillon qui est 10 000 fois moindre. Donc c'est un très bel outil technologique, c'est un des meilleurs MEMS dans cette catégorie-là, mais le grillon a une avance de 10 000 fois supérieure. Donc il y a encore de la marge. Vous avez remarqué que le cercle du grillon, il est rond. Bon, ça paraît tout bête comme observation, mais vous avez aussi remarqué que les plaques avec lesquelles on fait les MEMS, elles sont plates. C'est des plaques. Faire des plaques rondes, c'est très difficile. Est-ce que ça est important ou pas? Et donc là, c'est vraiment l'interaction entre le biologiste et le physicien, de revenir à la biologie, de remesurer, et oui, c'est important. Et parce que ça va diminuer la couche limite. Et que vous pouvez avoir des poils autour du cercle qui, parce que l'information qui est contenue dans le flux d'air qui arrive sur le cercle est spatialement distribuée, vous avez de quoi retrouver la source, en fait, en disposant des poils le long d'un cylindre. Et donc, pourquoi pas essayer de créer des MEMS en 3D. Donc ici, ils sont collés. Alors, c'est un peu du bricolage, hein, puisqu'on ne sait vraiment pas faire en 3D des MEMS très compliqués. En tout cas, eux n'y arrivent pas. Je crois que le laboratoire de Neuchâtel, qui est aussi un peu sur le coup, n'y arrive pas non plus. Donc, en fait, ils coupent des petits bouts de plaques et puis ils les collent ensemble. Mais bon, ils font aussi des cercles un peu artificiels. Évidemment, en imagerie de synthèse, c'est plus joli, mais dans les faits, c'est du bricolage. Et oui, il y a une efficacité qui est augmentée entre 2 et 10 fois. 10, c'est un peu de vente de produits, hein. On est plus proche de 2 que de 10. Mais nos analyses avec notre PIV, nos modèles analytiques prévoyaient une augmentation d'un minimum d'1,5. Donc c'est pas mal, mais ça serait, on a encore avec 10 000, on a encore du travail à faire. Voilà, donc ça c'est vraiment encore une autre approche d'utiliser les insectes pour s'en inspirer. Hein. Et comme je vous ai dit pour les produits secondaires, 1 500 000 espèces d'insectes, 1 500 000 solutions à un problème spécifique. C'est la même chose pour tout ce qui est du domaine mécanique. Et donc ce genre de projet très intégré est fascinant aussi à vivre, très sincèrement, parce que nous avions voulu, on se retrouve tous les 6 mois, par exemple ces consortiums se retrouvent tous les 6 mois dans un des pays européens, et on s'est obligé à faire des travaux pratiques pour tout le consortium chaque fois sur le lieu. Ça veut dire que même un biologiste comme moi, on a dû enfiler ces fameux scaphandres et puis on a fait nos MEMS dans le laboratoire et que c'est très intéressant et très exotique, mais c'est pas plus exotique que ces technologiciens de venir dans la Touraine et d'être à 4 pattes dans les bois pour essayer de ne pas confondre l'araignée avec le grillon. Hein, pour eux, c'est très exotique tout ça. Et donc on apprend, au-delà de l'amusement et puis on apprend à se parler, l'interdisciplinarité, tout le monde en parle, très peu la font vraiment, c'est très long, très long. Moi je pense en décennies. Et en fait, au-delà, alors c'est des projets qui rapportent beaucoup d'argent, beaucoup plus que ce qu'un laboratoire a d'habitude. Ça reste vrai que pour finir, ce qui marche le mieux, c'est quand même quand tout d'un coup, on arrive à faire des partenariats à 2 ou 3, ou pour des raisons plus humaines, on vibre un peu pour les mêmes choses, et là, on arrive à faire un petit groupe qui continue son chemin. Je ne suis pas un fanatique des grands projets européens par ailleurs, où on dirait vraiment qu'il y a une relation négative entre nombre et qualité. Évidemment, il y a donc des interactions dans les deux sens. Et moi qui suis un biologiste, de voir ces technologues avoir des problèmes de technologie et d'essayer de transposer ça à comment le grillon, est-ce qu'il a ce problème? Si oui, comment il l'a résolu? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas ce problème? M'a donné une vision totalement nouvelle d'un problème qu'on croyait être connu. Je dois dire aussi que j'ai trouvé dans ces communautés, et aussi bien à l'Europe qu'on décrit beaucoup par ailleurs pour la partie recherche, bon, on est payé par une sous-catégorie qui s'appelle FET, qui est très spéciale, c'est un peu ce qu'ils appellent le Blue Sky Research, la recherche qui sert strictement à rien, mais qui rapporte des fois énormément. Ces gens-là sont très ouverts, beaucoup plus ouverts que les biologistes.
Et quand vous dites, par exemple, nous ne comprenons pas quels sont les prédateurs qui attaquent le grillon. Et si on veut comprendre quelles sont les forces évolutives qui ont fait que ce grillon a les meilleurs senseurs du règne animal, il nous faut mettre les bottes et il nous faut faire de l'écologie de terrain qu'on pouvait déjà faire en 1940. On peut la faire un peu mieux, il y a de la technologie, il y a des statistiques un peu meilleures, mais en gros ça se faisait déjà en 1940. Et donc il nous faut un financement pour faire ça. Si vous demandez ça, j'ai été responsable de l'ANR Biodiversité, si vous demandez ça dans le groupe des écologues, on vous dit non, ça c'est la science de grand-papa, ça c'était fait en 1940, maintenant on passe à des trucs super modernes. Le monde de l'ingénieur a cette capacité que nous avons perdue, nous en tant qu'écologues et biologistes de l'organisme, de dire il faut commencer au pas 1, et une fois qu'il est résolu, on passe au pas 2. Il y a une rigueur, voire un rigorisme dans la démarche que malheureusement, en tout cas là je l'ai trouvé, je ne l'ai pas trouvé dans notre domaine, ou très rarement. Et donc pour moi, c'est vraiment une interface qui n'est pas seulement celle de la physique et de la biologie qu'on connaît bien depuis relativement longtemps, mais la biologie et le monde de l'ingénieur ont beaucoup à s'apporter de manière commune. Voilà. Ma dernière diapositive somme un peu l'état d'esprit dans lequel on essaie de travailler. Et j'ai fait exprès non seulement de remontrer des beaux insectes, hein, les insectes sont beaux, c'est aussi une autre raison pour les sauvegarder, c'est peut-être la raison au final, au-delà de leur utilité financière et ainsi de suite. Et j'y ai mis 2 araignées. 2 araignées déjà parce que les beaux papillons ne sont que le porte-étendard d'une foule d'insectes qui fait des choses qu'on voit pas, mais qui nous sont très utiles comme je vous l'ai montré. Mais ils parlent aussi pour un grand nombre d'autres organismes, aussi les araignées, les acariens et ainsi de suite. Acariens dans le sol, sans acariens, le sol n'aurait pas du tout, l'humus en particulier, n'aurait pas du tout l'apparence qu'on lui connaît. Et ces araignées, comme je vous ai dit déjà, plus personne ne les étudie, toujours moins les étudie. Et cette espèce-là a été découverte il y a quelque chose comme 3 ans par un touriste, je crois au large de Phuket, qu'on connaît tous entre-temps, mais il n'était pas là pour ça, à côté de son hôtel. Espèce non décrite, on ne sait même pas le genre, on ne sait rien, on n'arrive pas à savoir ce que c'est. Donc il n'y a pas besoin de nouveau d'aller bien loin. Il suffit quand vous êtes un touriste dans un de ces pays de sortir de l'hôtel et vous êtes déjà nez à nez avec des animaux qu'on ne connaît pas. Et alors ça, c'est encore plus spectaculaire. C'est une araignée en fait, qui ressemble un peu à un pélican. Elle est petite, 2 mm de long, trouvée à Madagascar il y a 3 ans. Et elle a une biologie totalement folle. Et le côté aussi amusant des insectes, c'est un peu, dans mon résumé en tant que gamin, on s'est tous émerveillés devant des trucs rigolos des insectes. C'est dommage qu'on perde ça. Ça reste un moteur important, en tout cas, quand on travaille dans ce domaine-là. Cette araignée s'est spécialisée sur la capture en pourchasse d'autres araignées. Donc tout le monde court très vite. Mais pour y arriver, elle a développé une sorte de cou de girafe, unique dans le monde des insectes. Donc ça, en principe, c'est une partie du céphalothorax qui est devenue un véritable cou. Et vous avez une petite tête totalement ridicule avec un œil ici et de très très longues mandibules, ou chélicères, je devrais dire, mais enfin bref, hein, avec lesquelles elle arrive, en pourchassant l'autre, à le choper comme avec une pincette. Rigolo, voilà. C'est tout ce que je voulais montrer par là, totalement inconnu. Mais bon. Et comme ça, des insectes, il y en aurait pour des heures et des heures à raconter. Voilà, j'espère que vous porterez un regard plus bienveillant, si ce n'était pas déjà le cas, au monde qui nous entoure. Merci.